Avant la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre toutes les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Aussi, n'hésitez pas à liker les vidéos. Comme la mission Apollo 11 a pour le but de envoyer. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est ScienceBlock et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, oui, dans laquelle nous allons parler de la première navette spatiale nommée STS-1. Donc, il faut dire que STS-1 est le premier vol de la navette spatiale américaine. Celle-ci comprend l'orbiteur Columbia et est lancée le 12 avril 1981 et après avoir bouclé 306 orbites atterri le 14 avril 1981. Aujourd'hui, nous allons revenir dans ce vol historique, le premier vol historique, voilà, on peut dire. Donc, après, je vais vous dire, dans la fin de la vidéo, je vais vous dire un truc, car il faut savoir que Columbia, à mon avis, vous allez voir dans la vidéo un passage, vous allez voir un genre d'avion qui est collé au booster. Et en fait, on l'a transporté avec un avion. Voilà. On a pris un autre avion, on l'a collé pour le transporter, on l'a ramené jusqu'à là. Bon, on va pas encore plus parler et on va commencer. Nous allons parler de la sélection des astronautes, les objectifs de la mission. Et nous allons parler, pour finir, les préparatifs et le déroulement du vol. Il faut savoir que Columbia, ce n'est pas Columbia, la navette qui avait explosé. Il y a Columbia, celle-là, il y en a une autre. Donc le vaisseau navette Columbia, l'équipage, il y en a deux, date de lancement. Le 12 avril 1981, date d'atterrissage. 14 avril 1981, site d'atterrissage. Base Edwards, durée 2 jours et 6 heures, orbite 36, altitude orbitale 307 km et inclinaison 4,3 degrés. Donc on commence les amis. Donc c'est parti pour la sélection des astronautes. Donc, la NASA a choisi pour cette mission un équipage composé d'un vétéran et d'un astronaute n'ayant jamais volé. Le commandant de la mission, John Young, a déjà 4 missions à son actif. Il a réalisé 2 vols dans le cadre du programme Gemini et 2 missions du programme Apollo. Il a fait partie de l'équipage d'Apollo 10. A été commandant d'Apollo 16. Robert Crippen a été sélectionné pour le projet de la Station spatiale militaire, MOL. Qui a été annulé en 1969. Il est cette année-là passé dans le corps astronaute de la NASA, mais n'a pas eu l'occasion de voler car les candidats étaient nombreux et le programme spatial habité américain était en plein déclin. L'équipage de recharge est composé de Joseph Angle, commandant de la mission de Richard. Ceux-ci formeront l'équipage de la mission STS-2 chargé de poursuivre les tests entamés par STS. Là, on a fini la sélection des astronautes. Donc, il faut en résumé, pour STS-1, il y aura John Young, donc il y aura dans la fusée Columbia John Young et il y aura Robert Crippen. Robert Crippen n'a pas c'est son premier vol spatial où il ira dans l'espace. Car au début, on avait dit que la NASA a choisi un composé d'un vétéran et d'un astronaute n'ayant jamais volé. Donc, John Young, on sait qu'il est vraiment il a fait beaucoup de choses. Il est très actif. Il a fait plusieurs missions, 2 vols du programme Gemini et 2 missions du programme Apollon et que Robert Crippen n'a rien fait. Donc là, on va passer aux objectifs de la mission. Allez, c'est parti. STS-1 est le premier vol d'une navette spatiale. Complète l'orbiteur accouplé au réservoir externe et 2 propulseurs d'appoint. Va se placer en orbite et séjourner environ 2 jours avant que l'équipage puisse procéder à différents tests avant d'atterrir. Envoyé en orbite des astronautes, il n'y a pas eu de qualification préalable sans équipage. Cette solution a été envisagée mais la NASA y a renoncé. Essentiellement pour des raisons de coût et de délai, il aura fallu, selon les constructeurs, décaler le 6 mois le lancement et dépenser 100 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir effectuer un vol entièrement automatique. Ce vol comporte pourtant des phases rendues particulièrement
dangereuse par les nouveautés introduites par la navette. Le lancement qui utilise pour la première fois sur un vol spatial habité des propulseurs à popergol solide qu'on ne peut éteindre une fois allumé. La rentrée atmosphérique, car l'ordinateur profilé comme un avion est beaucoup plus difficile à protéger de l'échauffement que les capsules spatiales utilisées. Ah, avant qu'on continue les amis, dites-moi dans les commentaires si vous préférez vous préférez qu'on continue avec cette sorte d'avion qui est collé. Dites-moi si vous préférez cette sorte d'avion qui est collé au booster et ensuite il atterrit comme un avion. Vous préférez sinon vous préférez alors sinon les capsules comment ça s'appelle, oui, comme Apollon etc., comme ceci. Mais moi je préfère, pour moi je dis que c'est c'est les petites capsules parce que c'est vraiment sympathique et c'est vraiment facile, vraiment c'est pas difficile et que ça. Mais l'avantage de cet avion, on peut le réutiliser. Voilà, ça c'est un très bon avantage, mais voilà. L'atterrissage de l'orbiteur, qui selon les mots de Young vole comme une brique, se fait à une vitesse de 470 km/h, ce qui est une valeur particulièrement élevée. Pour réduire le risque inhéré à cette phase de mise au point, la navette comporte pour ses vols de qualification, entre parenthèses STS et les 3 missions suivantes, des sièges éjectables. Ces sièges seront supprimés une fois la navette déclarée opérationnelle, car il n'est pas possible d'installer un siège éjectable pour chaque passager, notamment pour ceux dont se situe dans le point inférieur. Donc là, on peut dire que ça serait pas possible, car imaginons ils veulent mettre un siège éjectable. Bon bah là, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est déjà aussi ça va faire du coup. Et je comprends pas comment comment ils vont faire pour s'éjecter. Donc voilà. Donc les préparatifs. L'orbiteur Columbia est transféré depuis le sud de son constructeur jusqu'au hall de préparation de l'orbiteur Processing Facility du Centre spatial Kennedy. Le 25 mars 1979, alors que les tuiles qui forment le bouclier thermique ne sont pas encore toutes posées, l'orbiteur dans la masse au décollage est de 99 453 kg et entre parenthèses 88 660 kg à l'atterrissage. Transporte dans sa soute la palette ACP, Aerodynamic Coefficient Identification Package. Désolé pour mon accent anglais, il est vraiment nul, mais voilà. Qui regroupe des équipements permettant de suivre les performances aérodynamiques de l'orbiteur, ainsi que la palette DFI, qui comprend des équipements surveillant les performances de la navette et les efforts subis par la structure pendant toutes les phases du vol. Le tout représente une masse de 4900 kg. Le réservoir externe pour le vol STS-1 est recouvert d'une couche de peinture blanche qui ne sera pas appliquée pour les missions suivantes, car cela permet de diminuer la masse de l'ensemble de 272 kg. Le réservoir externe des vols suivants aborde une couleur orangée due à la couche d'isolant appliquée. L'assemblage de l'orbiteur avec le réservoir extérieur et le propulseur d'appoint débute le 24 novembre 1980 dans le bâtiment d'assemblage. Le 29 décembre 1980, la navette spatiale est transférée sur le pas de tir 39A. Donc, les amis, nous allons nous arrêter pour ça. Je ferai une deuxième vidéo car vraiment l'histoire de STS-1 est une longue histoire. Et moi je ne vais pas vous la raconter. Donc dans la prochaine vidéo nous allons parler du lancement de Columbia. Donc voilà. Et donc on va s'arrêter là les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et je vous remercie pour vos 16 abonnés. Ça fait très plaisir. Merci du fond du cœur. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.
juste avant que la vidéo finisse, les amis, je voulais m'excuser du montage parce que vraiment vous avez revu mes images. Mais l'important c'est pas le montage mais ce que je vous dis, car là moi je suis passionnée et je veux vous expliquer. Donc voilà, c'était Science Block et moi je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.